Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à La République, qui est l'une des œuvres les plus importantes de Platon, écrite en 370 avant Jésus-Christ et qui développe des concepts clés de sa philosophie. L'ouvrage se divise en 10 livres, où se déploie une réflexion sur la notion de justice, à l'échelle individuelle et à l'échelle de la cité. Comment réaliser cette idée de justice? Et enfin, pourquoi et comment se dégrade la justice au sein de l'individu et de la cité? On voit aussi exposer dans cet ouvrage l'ontologie platonicienne avec sa fameuse théorie des idées. Les différents arguments sont développés par l'intermédiaire de dialogues entre Socrate, le maître de Platon, et d'autres personnages de la cité. Aujourd'hui, on va parler du livre 1 qui traite le problème de la justice sous l'angle de l'individu, c'est-à-dire que l'on va se demander qu'est-ce qu'être un individu juste. Eh bien, pour cela, il faut définir la justice ou le juste. Bien que pour le moment on ne puisse pas s'avancer sur ce que veut réellement dire ce terme, on peut tout de même déjà situer la justice comme étant une vertu permettant à l'homme de vivre bien. Il faut préciser que par vertu, les Grecs entendent ce qui permet à une chose de réaliser bien sa fonction. Par exemple, la vertu d'une épée est le fait d'avoir une lame aiguisée, car sa fonction est de trancher. Le vice pour une épée, qui serait le contraire de vertu, serait le fait d'avoir une lame émoussée, car l'épée ne serait pas capable alors de réaliser bien sa fonction. Ainsi, de la même manière que le tranchant permet à l'âme de réaliser ce pourquoi elle existe, la justice devrait être ce qui permet à l'homme de réaliser sa fonction, et c'est-à-dire au final de vivre bien. Donc cette réflexion sur la justice commence lors d'une discussion entre Socrate et un riche et sage vieillard nommé Céphale. Pour Céphale, la justice consiste à rendre à chacun ce qu'on lui doit. Il explique donc que vivre bien consiste à obéir à la loi et à payer ses dettes. Ainsi, on est en paix avec tous. Socrate objecte. Est-ce que nous devrions toujours payer ce que l'on doit, peu importe les conséquences? Prenons un exemple. Imaginons qu'un ami m'ait un jour offert une cigarette. Quelque temps après, nous nous retrouvons et j'apprends que depuis notre dernière rencontre, celui-ci a arrêté de fumer. Là, il voit un paquet de cigarettes dépassant de ma poche. Il me demande alors s'il peut en avoir une. Selon la définition de Céphale, où le juste serait au final de devoir rendre à chacun ce qu'on lui doit, eh bien on devrait devoir rendre la cigarette que l'on doit à notre ami sans hésiter. Mais est-ce réellement là l'action juste? Pour prendre un exemple plus extrême, imaginons que pour une raison ou une autre, un ami m'ait prêté un jour son couteau pour couper une dinde de Noël. Quelques jours plus tard, il débarque chez moi furieux. Il m'explique qu'un homme est en train de vandaliser sa voiture, garée en bas dans ma rue, et me demande son couteau pour aller régler son compte au vandale. Dois-je rendre ce que je dois à mon ami? On voit aisément pourquoi cette définition est problématique. Ainsi, le juste ne peut pas résider que dans le fait de remplir ses obligations. Céphale s'en va alors et Polémarque, son fils, reprend la conversation avec Socrate. Polémarque persiste quant à la validité de la définition de son père, mais ajoute que la justice, c'est faire du bien aux amis et du mal aux ennemis. Ainsi, on peut dire que dans le cas de mon ami qui me demande une cigarette ou un couteau, dans les deux cas, accepter sa requête serait lui causer du tort, lui faire du mal, et je devrais donc refuser de lui donner la cigarette comme le couteau. Polémarque semble ainsi résoudre l'objection de Socrate.
Néanmoins, Socrate lui demande ce qu'il entend exactement par faire le bien. En effet, si l'on veut faire le bien, il ne faut pas seulement le vouloir, mais avant tout savoir en quoi consiste ce bien que l'on veut apporter à ses amis. Ainsi, on en arrive à l'idée que la justice doit être avant tout une connaissance. Il faut comprendre que pour Socrate, une connaissance se réfère toujours à un art. La connaissance pour un médecin est l'art de soigner, celle d'un cuisinier est l'art de cuisiner. Ainsi, le médecin prescrit des médicaments et le cuisinier cuisine des plats. Mais que donne l'homme juste? Quelle est l'habilité propre de l'homme juste? Car pour faire le bien pour mon ami malade, il suffit de connaître la médecine. Et s'il a faim, il suffit de savoir cuisiner. Quel est donc le savoir ou l'art propre à l'homme juste? Ici, Socrate remarque que ceux qui sont capables de mettre leur talent pour le bien sont aussi les plus à même de faire le mal. Le médecin peut soigner un malade et un cuisinier peut rassasier un client affamé. Mais d'un autre côté, si je voulais empoisonner quelqu'un, qui d'autre qu'un médecin ou un cuisinier serait le plus à même de faire ingurgiter un poison à mon ennemi? Le pilote d'un avion est à la fois le mieux qualifié pour assurer un voyage sûr pour ses passagers, mais il est aussi le mieux placé pour faire cracher l'avion s'il le voulait. Ainsi, les habiletés du médecin, du cuisinier et du pilote sont au final neutres. Ils n'impliquent pas nécessairement la justice. On en arrive donc à la conclusion que la justice ne peut être considérée de la même manière qu'une autre habilité technique. La justice doit être un art se situant à un niveau plus large, auquel les autres arts devraient d'une certaine manière être subordonnés. Ces premières limitations posées, revenons à la définition de Polémarque. Le juste est de faire le bien aux amis et le mal aux ennemis. On a vu qu'il était très difficile de déterminer ce qu'était réellement faire le bien. Maintenant, Socrate se centre sur la notion d'ami. Comment reconnaître un ami? En effet, si je me trompais, je pourrais logiquement faire le mal à un ami et le bien à un ennemi. Et on peut très facilement se tromper sur qui sont réellement ses amis. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on a tous au moins déjà une fois expérimenté. On peut aussi prendre pour ennemi quelqu'un qui est en fait un allié. Ainsi, selon la définition de Polémarque, la justice pourrait faire du mal à ses amis et du bien à ses ennemis, ce qui est contradictoire. Enfin, Socrate remarque que quand bien même nous pourrions déterminer qui est l'ami et qui est l'ennemi, cela ne justifie pas le fait de faire du mal à l'ennemi. Faire du mal à l'ennemi, pour Socrate, ne ferait que le rendre encore plus injuste. On en arrive donc à la conclusion que le juste ne devrait jamais faire de mal, que ce soit à l'ami ou à l'ennemi. En conclusion, on doit rejeter cette deuxième tentative de définition de Polémarque, où le juste ne peut être le fait de faire du bien aux amis et du mal aux ennemis. Ici, la conversation se termine et arrive un troisième intervenant, Thrasymachie. Étant rhéteur, il n'aime pas tellement la dialectique de Socrate. Le but du rhéteur n'est pas de réfuter le faux pour arriver au vrai, mais simplement de trouver la manière de convaincre l'autre que son point de vue est le bon, quand bien même il serait dans l'erreur. Jusqu'ici, de tout ce qui a été réfuté, on peut dire que le juste est ce qui donne le bien à son objet, c'est ce qui permet à un homme de vivre bien, et on sait que c'est un savoir ou un art qui se distingue des arts habituels comme la médecine ou la cuisine. C'est un art qui se situe à un niveau supérieur. Mais ici, un problème se pose. Si la médecine apporte la guérison et la cuisine la satiété, qu'apporte la justice? En quoi consiste réellement ce bien que nous donne la justice? Thrasymachie nous donne alors sa propre définition, qui est que le juste est ce qui est avantageux pour le plus fort.
Ainsi, la justice, qui est la vertu qui est censée permettre à l'homme de vivre bien, est conçue par Thrasymachs comme le fait d'avant tout penser à soi. Le juste serait assimilable à l'égoïsme, donc. L'homme juste devrait employer tout ce qui est en son pouvoir pour son propre bénéfice. Socrate lui demande alors à quelle force il se réfère précisément. Pour Thrasymachs, la force réside dans le pouvoir politique. Ainsi, les hommes arrivant à la tête du pouvoir, étant ceux qui ont été le plus à même de se hisser au sommet, devraient tout simplement user de leur pouvoir pour leur propre intérêt, et au détriment du peuple si nécessaire. Socrate ne réfute pas le fait que les plus forts devraient gouverner, mais il demande s'ils devraient réellement agir de manière égoïste. En effet, Socrate voudrait à la fois un gouvernement fort, mais qui soit aussi dirigé vers le bien du peuple. Socrate commence donc par remarquer que les gouvernants peuvent parfois se tromper quant à leurs intérêts. Or, si ces intérêts mal choisis se reflètent dans les lois, cela sera désavantageux pour les gouvernants eux-mêmes. Thrasymachs répond alors que lorsqu'il parle d'un gouvernement, de même que lorsque l'on parle d'un médecin, on se réfère à quelqu'un qui soigne ses malades, il fait référence à un gouvernement qui sait ce qui est en son intérêt. Et pour Thrasymachs, cet intérêt se trouve dans l'augmentation de la richesse et du pouvoir. Socrate fait alors remarquer à Thrasymachs que tout art cherche d'abord l'avantage de son objet. Le médecin cherche l'avantage du malade. Le capitaine du bateau cherche l'avantage pour sa cargaison et ses passagers. Ainsi, le chef qui exerce l'art de gouverner doit non pas chercher son propre avantage, mais l'avantage de l'objet de son art, c'est-à-dire le peuple, sans quoi il ne serait pas un véritable gouvernant. Thrasymachs rétorque en prenant l'exemple du berger. Celui-ci n'élève pas les moutons pour leur propre avantage, mais pour le sien propre, car il finira par tuer ses moutons et les vendre. Ainsi, les gouvernants eux-mêmes ne font pas ce qu'ils font pour le bien des peuples, mais pour leurs propres intérêts avant tout. Ici, Socrate n'est pas d'accord. Si l'on prend l'exemple du médecin, lui aussi gagne de l'argent en soignant le malade. Mais l'art de la médecine est avant tout de soigner, et non pas gagner de l'argent. En fait, tous les métiers reçoivent de l'argent en retour, sinon on ne pourrait pas subsister. L'art d'agir dans le seul but de recevoir de l'argent est ce que l'on pourrait appeler l'art du mercenaire. Le mercenaire se vend au plus offrant. Il ferait n'importe quoi tant que la somme qu'on lui verse le satisfait. Or, de la même manière que l'art de la médecine ou de la cuisine n'est pas l'art du mercenaire, l'art de gouverner n'est pas l'art du mercenaire non plus. Ici, Thrasymachs abandonne l'idée de définir le juste et nous dit simplement ceci. L'homme juste est toujours vaincu s'il est en concurrence avec l'homme injuste. En somme, l'injustice est toujours plus profitable que la justice. Même si Thrasymachs abandonne ici le terme de juste, cela n'a pas vraiment d'importance. Car ce qui compte, c'est de déterminer quelle vision, entre la sienne et celle de Socrate, est la plus en adéquation avec la vie bonne. En effet, on pourrait sérieusement se poser la question. Quelle voie doit-on suivre? Celle du tyran égoïste Thrasymachs ou le philosophe rationnel et sage Socrate? Pour Thrasymachs, cette vertu qui permet à l'homme de vivre bien serait l'injustice. Or, Socrate lui fait remarquer que même un homme qui voudrait arriver à ses fins en étant injuste a néanmoins besoin du juste. En effet, même un gouvernant voulant satisfaire ses propres intérêts a besoin d'établir une coopération avec d'autres individus. En somme, on ne peut pas réussir si l'on est totalement égoïste. Ainsi, l'injustice parfaite n'existe pas. Elle a toujours besoin d'une dose minimum de justice pour arriver à ses fins. Bon, la question quant à la définition du juste n'aboutira pas à une réponse claire. Ici se termine le livre 1 et nous verrons comment,
dans les livres 2, 3 et 4, la notion de justice tentera d'être définie en l'analysant à une échelle plus grande, celle de la cité. Sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.